Eh bien, bonjour à tous. Je dois dire que j'ai utilisé beaucoup de sortes de placebos, de médicaments bien sûr, de lunettes, d'appareils auditifs, mais c'est la première fois que j'utilise un placebo de public. Et là, je dois dire que c'est une expérience nouvelle, mais confinement oblige. Alors, je vous dois d'abord des excuses parce qu'en réalité, vous êtes branchés pour rien. Parce que le placebo, par définition, c'est rien. C'est la poudre de perlimpinpin chère à notre président. Ou alors, peut-être que c'est ce petit rien justement qui fait l'âme de la médecine. Et c'est peut-être même parce qu'un médecin est capable de déclencher un effet placebo que c'est un bon médecin. Alors peut-être vous demandez-vous, mais d'où vient ce drôle de nom, ce drôle de mot latin, la première personne du singulier du verbe placere, je plairai. On trouve que deux mots dans la langue française, c'est lavabo et placebo, et curieusement, les deux sont tirés de la liturgie. Et tout ça, ça vient de la Vulgate, c'est-à-dire la traduction en langue vulgaire, c'est-à-dire en latin, par saint Jérôme, de la Bible, qui a été voulue par le Vatican, parce que jusqu'à présent, c'était pour les lettrés, c'est-à-dire les Grecs et les Hébreux. Et saint Jérôme, il s'est mis au boulot, et il l'avait certainement pas prévu, mais lorsque le mot, la phrase placebo domino in regione viverum, je plairai au Seigneur dans la région des vivants, a été attribué aux vêpres des morts, eh bien ça a fait un tabac au Moyen Âge. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque les familles endeuillées, les pleureuses attendaient le prêtre, qui était souvent en retard pour les vêpres des morts, eh bien, il y avait euh, des pleureuses qui psalmodiaient placebo, domino, in regione vivorum. C'était même devenu un vrai sujet de moquerie, puisqu'on disait chanter à placebo, et même les pleureuses, on les traitait de placebo. Alors, les choses ont été leur petit train-train. Placebo, à l'époque, portait la soutane. Et puis, un peu plus tard, la société a commencé à se laïciser. Le seigneur a perdu sa majuscule. Et le seigneur, c'est devenu le baron, le comte, le roi, bref, le seigneur du lieu. Et donc, celui qui cherchait à plaire au seigneur, à son suzerain, eh bien, c'était le courtisan, le flagorneur. Donc, ça a pris un thème un sens déjà assez péjoratif, déjà qu'on se moquait des pleureuses, eh bien là c'est devenu vraiment quelque chose de pas bien d'être un placebo, et on retrouve d'ailleurs dans la littérature, notamment dans la satire Ménippée, un certain nombre de citations. Il lui oignait les moustaches de miel, il lui jouait du placebo, en d'autres termes, il lui jouait du pipeau. Et j'ai même retrouvé dans des textes de la Renaissance, dans les cours de récréation de Normandie, lorsqu'un élève cherchait à plaire trop au maître ou à la maîtresse, eh bien, ses condisciples le traitaient de placebo, ce qui avait, vous en conviendrez, une autre allure que de traiter de faillot. Et puis, un peu plus tard, eh bien, très curieusement, placebo a quitté d'abord la soutane, ensuite l'habit de courtisan, et il a pris la blouse blanche. Alors comment ce phénomène s'est-il fait? Pourquoi placebo s'est retrouvé en médecine? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais pour moi, le grand instigateur de ce changement de paradigme, eh bien, c'est notre Rabelais national. Moi, j'aime beaucoup Rabelais parce que c'était quand même un grand philosophe, un écrivain, un médecin, un moine et un alcoolique. Il avait donc absolument toutes les qualités. Et Rabelais, à plusieurs reprises, revient sur le sujet en disant si le minois du médecin est chagrin, tétrique, catonian, en gros s'il fait la gueule, eh bien si le minois du médecin est chagrin, peu de chances le remède aura d'être efficace. En revanche, si le minois du médecin est complaisant, le remède pourra être efficace. Et complaisant, c'est à prendre dans son sens de l'époque, c'est-à-dire latin, c'est cum placere, se faire plaisir ensemble. Et qu'est-ce qui fait plus plaisir à un médecin? C'est que son patient guérisse. Et qu'est-ce qui fait plus plaisir à un patient? Eh bien, c'est que son médecin guérisse. On retrouve aussi plusieurs textes de Rabelais, notamment à un de ses sponsors de l'époque, où il expliquait à quel point il était important que le médecin soit
agréable. Michel de Montaigne aussi avait pas utilisé le mot, mais avait décrit l'effet placebo avec la guérison par la suggestion d'un malade qui avait la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il avait des coliques néphrétiques et qui avait pu uriner cette pierre. Et ceci, disait-il, je le tiens d'un Helvète, peuple très sérieux, pour ce que je sais, mais pour ce qui est de mon inscient, c'est-à-dire mon inconscient, point ne pourrait affirmer. Et là, on voit donc que la notion d'inconscient était bien antérieure à Freud et avait été découverte par un bon français bien de chez nous, Michel de Montaigne. Donc, on voit que l'histoire du placebo est très ancienne et arrivé à ce point d'exposé, je suis obligé de vous infliger quelques définitions. Le placebo pur, c'est la poudre de perlimpinpin, on l'a déjà dit, c'est-à-dire une substance pharmacologiquement inerte donnée dans un but thérapeutique. Si je vous donne du sucre en poudre, c'est du sucre en poudre. En revanche, si je dis ça va vous faire du bien, c'est un placebo. Le placebo impur, eh bien, c'est pratiquement la moitié de ce qu'on trouve dans nos pharmacies, et encore, je suis gentil, c'est-à-dire des remèdes, parfois d'ailleurs remboursés, qui n'ont pas démontré leur efficacité, si je veux rester poli. Et puis quand même, dans certains cas, c'est tout à fait autre chose, c'est des substances qui sont détournées de leur utilisation normale. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenez la vitamine C. Eh bien, la vitamine C, si ça fait un mois que vous êtes en mer, que vous n'avez pas eu de citron, de légumes frais, ni d'abat, de foie de baleine, que vos dents commencent à se déchausser et que vous saignez de tous les orifices, vous allez mourir de scorbut. Et là, la vitamine C, c'est pas un placebo. En revanche, si vous prenez de la vitamine C pour éviter le cancer, pour avoir la forme avant un examen, ou avant une épreuve sportive, pour freiner la cataracte, bref, pour avoir la pêche, eh bien, c'est un placebo. Mais c'est un placebo qui marche. Par exemple, il y a une étude très belle qui a été faite, qu'on pourrait refaire d'ailleurs, puisque je suis sûr qu'il y a un grand public aujourd'hui. On prend un amphithéâtre d'étudiants, ça a été fait, hein, et on prend la partie droite de l'amphi et la partie gauche de l'amphi. La partie droite, depuis l'automne jusqu'au printemps, aura de la vitamine C. Et la partie gauche de l'amphi, du printemps, de l'automne jusqu'au printemps, aura un placebo de vitamine C. Personne ne sait ce qu'il reçoit, ni celui qui donne, ni celui qui reçoit. C'est ce qu'on appelle un double aveugle. Et puis, eh bien, au printemps, eh bien, on va compter le nombre de grippes, le nombre de rhumes, leur sévérité et leur durée. Bon, pour la grippe, pas de différence. Mais pour le rhume, aux surprises, eh bien, dans le groupe vitamine C active, si on peut dire, un petit peu moins de rhume, un peu moins sévère et un jour de moins. Victoire, l'industrie pharmaceutique se frotte les mains, mais comme toujours, il y a des gens qui sont des mauvais esprits et qui reprennent les dossiers et qui ont réanalysé l'ensemble en faisant 4 groupes. D'une part, ceux qui ont eu de la vitamine C et qui avaient tout de suite réalisé que c'était de la vitamine C. On les oublie. Il y a eu ceux qui ont eu un placebo de vitamine C et qui avaient compris aussi que c'était un placebo. On les néglige aussi. Restent les plus intéressants, ceux qui ont eu la vitamine C qui étaient convaincus d'avoir un placebo de vitamine C et ceux qui avaient un placebo de vitamine C et qui étaient persuadés d'avoir de la vitamine C. On a refait les calculs et là c'était très net, c'est-à-dire que ceux qui ont eu du placebo de vitamine C, mais qui étaient sûrs d'avoir de la vitamine C, ont eu nettement moins souvent le rhume, qui a été moins grave et moins prolongé. En d'autres termes, la croyance dans la vitamine C soigne le rhume, ou au moins le prévient. Toujours dans nos définitions, il y a l'effet placebo, qui en fait n'a pas grand-chose à voir avec le placebo lui-même. L'effet placebo, c'est l'écart positif entre ce qu'on attend scientifiquement et ce qu'on observe. Par exemple, vous avez mal aux dents, ce qui peut arriver à des gens très bien, surtout en période de confinement où il n'y a pas de dentiste, et je vous donne de l'aspirine. Normalement, l'aspirine, elle va marcher en 20-25 minutes et elle va durer à peu près 4 heures. Mais comme je suis très bon, eh bien, l'aspirine, elle va marcher en 5 minutes et ça va durer toute la journée. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je n'étais pas très en forme, pas très convaincant,
Et à ce moment-là, eh bien peut-être que l'aspirine n'a pas marché du tout et en plus vous aurez mal à l'estomac. Et donc, quand c'est un écart négatif entre ce qu'on attendait pharmacologiquement et ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est le contraire de l'effet placebo. Placebo, je plairais. Nocebo, je nuirais. Alors me direz-vous, bon, moi c'est bien gentil, toutes ces définitions, quelle belle historique, mais après tout, est-ce que c'est important? Ben, peut-être que oui, finalement. Parce que selon les études, en gros, chaque fois qu'on donne un traitement, il y a à peu près 30% de placebo dans ce qu'on observe. Mais c'est très variable, évidemment, en fonction de, par exemple, des maladies. Prenons la douleur, eh bien, en fonction du type de douleur, on peut avoir entre 5 et 88% d'efficacité du placebo. Alors 88%, c'est quand la douleur est extrêmement inquiétante, met la vie en danger. Par exemple, l'angine de poitrine. Vous savez que dans le mot angine, c'est l'angor, ça veut dire angoisse. Donc quand vous avez une crise d'angine de poitrine, vous pensez que vous allez y passer, que vous êtes en train de faire un infarctus, c'est affreux, faut que ça marche. Et là, vous pouvez prendre n'importe quoi, de l'eau distillée, du sucre en poudre, des petits pois, n'importe quoi. C'est efficace presque à tous les coups. En revanche, si vous êtes un peu désargenté, que vous voulez gagner un petit peu d'argent, vous tombez sur une petite annonce, c'est un laboratoire pharmaceutique qui recrute des sujets sains, des cobayes, pour tester un nouvel antalgique. Donc vous avez une information et vous savez qu'on va faire passer dans votre doigt un courant électrique douloureux et quand ça fait mal, vous levez le doigt, ça s'arrête. Et puis, vous avez une chance sur deux d'avoir le nouveau médicament en cours de développement eh bien, qui est supposé marcher. Et puis, vous avez une chance sur deux d'avoir le placebo du médicament. Eh bien, lorsque vous êtes dans ces conditions expérimentales, quand vous recevez le courant électrique, le placebo ne marche pas. 5%, c'est pratiquement rien. Et pourquoi? Parce qu'on se demande, nom d'une pipe, pourquoi vous vous embêteriez à développer un effet placebo alors que vous savez qu'en levant le doigt, la douleur va s'arrêter. Donc pour qu'il y ait un effet placebo, il faut qu'il y ait une attente. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Une attente, bien, elle a toujours existé. Par exemple, on sait que toute la médecine, au fond, et là je vais être un peu provocateur, n'a été qu'une immense placebo-thérapie depuis les origines jusqu'au XXe siècle. Bon, le plus vieux traité de pharmacologie que j'ai retrouvé, c'est le Code d'Hammurabi. On est à peu près en 1750 avant Jésus-Christ, c'est Sumer, et dans le Code d'Hammurabi sont énumérés 750 remèdes qui vont du sabot d'âne pulvérisé au liquide spermatique de grenouille putréfié, enfin des substances avec une certaine flagrance. Eh bien, de toutes ces substances, une seule existe toujours dans nos modernes officines, le pavot, c'est-à-dire la morphine. Alors vous me direz, c'est quand même pas beaucoup, hein. Une sur 750. Autrement, il n'existe aucune. Alors dans la médecine égyptienne, on peut retrouver aussi l'écorce de saule, qui est l'aspirine, et c'est à peu près tout. Donc ça signifie que tout au moins du Moyen-Orient jusqu'à la totalité de l'Occident, pour le reste je ne peux pas dire, je suis pas assez compétent en médecine traditionnelle d'Afrique, mais la totalité de ce qui a été prescrit était du placebo. Et pourtant, les cabinets des médecins, des mires, des thaumaturges, de tous les médecins, les Hippocrates de l'époque, n'ont jamais désempli. Donc ça signifie une chose, c'est que la médecine de l'époque n'avait pas la même mission qu'aujourd'hui. À l'époque, le médecin, qui était d'ailleurs souvent un moine au Moyen Âge, était un interface, un intermédiaire entre une divinité vengeresse, punitive, qui envoyait la maladie, et puis un patient. Au passage, est-ce que vous savez d'où vient le mot patient? C'est pas très connu. On n'a plus le droit de dire malade. Moi, quand j'étais étudiant, je disais les malades. En plus, c'est politiquement incorrect, médicalement incorrect, on dit un patient. Eh bien, le patient, c'était un personnage, soit en cours de questionnement par le bourreau, donc patient ça veut dire souffrant, soit un personnage qui avait été condamné par l'Inquisition et qui était dans l'attente de son exécution. Alors je veux bien que nous sommes tous des patients, mais je ne vous cache pas que c'est pas un terme dont je raffole. Bref, le médecin, le thérapeute,
était l'intermédiaire entre Dieu et le patient. Et de ce fait, il avait une triple mission qui était diagnostiquer, pronostiquer, consoler. Imaginez, vous êtes un croquant, un vilain, et vous êtes en train de joyeusement biner le chant de votre Seigneur, et puis, ah, j'avais mal au ventre. Vous appelez le mire, qui va vous examiner, et puis le mire, eh bien, en vous palpant, il voit qu'il y a des gargouillis, il y a une diarrhée, mettez-vous à la diète, prenez des infusions, et dans 4 jours, vous pourrez joyeusement retourner biner votre champ. Puis de temps en temps, ben, le mire, il voyait des masses qui lui plaisaient pas bien, on dirait aujourd'hui des tumeurs, et qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, recommandez votre âme au Seigneur, vous allez passer. Donc, il était capable de faire le diagnostic, de faire le pronostic et de consoler. Et c'était ça la médecine. Aujourd'hui, la médecine a complètement changé, puisque la médecine, eh bien, c'est devenu quelque chose de très technique. Dieu n'est plus le Dieu d'autrefois, mais c'est la science. Mais Dieu est partagé. Le médecin n'est plus un prêtre, c'est un technicien. Et puis maintenant, quand on prescrit, eh bien les patients, ils vont sur Google et puis ils vérifient la prescription. Et ils ont bien raison. Moi, je leur conseille toujours, vérifiez, vous n'avez pas de raison de me croire, allez vérifier ce que je vous prescris et ce que je vous ai dit. Je partage mon savoir, puisque lorsqu'on est supposé détenteur d'une science, on a quand même fait 11 ans d'études quand on est psychiatre, eh bien, on n'est pas là pour jouer les thaumaturges, les guérisseurs, on est là pour partager la science. Et partager la science, ça veut dire donner aux patients la capacité de partager le savoir. À partir du moment où on a compris cette chose-là, eh bien, on peut se poser la question de qui répond à l'effet placebo. Est-ce que tout le monde répond à l'effet placebo? Alors, on peut dire que oui, finalement. Mais pour que vous compreniez le plan de mon exposé maintenant, je vais encore vous citer mon maître François Rabelais. J'ai tant regretté de ne pas avoir pu assister à quelques jours près à son enseignement à Lyon, sur les quais du Rhône. Ça devait être génial, la cours de physiologie par lui. Eh bien, Rabelais disait, la médecine est un drame ou une comédie qui se joue à 3 personnages, le médecin, le malade et la maladie. Alors à tout seigneur, tout honneur, le médecin. La question est-ce qu'il y a un profil psychologique du médecin placebo-inducteur? Je vous laisse chercher un peu. Est-ce que vous pensez que c'est sa notoriété, le montant de ses honoraires? Est-ce que c'est sa gentillesse, son empathie, son charisme, ses capacités à expliquer, la longueur de la liste d'attente, ou au contraire sa disponibilité? Qu'est-ce qui va faire qu'un médecin va être placebo-inducteur? Il y a eu plein d'études là-dessus, et pourtant, aucune étude n'a pu définir le profil d'un médecin capable d'induire un effet placebo. Ça n'existe pas. Ou plutôt, chaque médecin est placebo-inducteur dans un domaine particulier. Alors, prenez par exemple un généraliste. C'est un étudiant en médecine qui a fait ses études, et puis son dernier semestre de stage d'interne, il était en gériatrie. Et comme il est de tradition, il a demandé à son patron de lui donner un sujet de thèse, qui bien entendu traitait de la gériatrie. C'est un garçon qui est assez classique dans son look, c'est vraiment pas un fantaisiste, puis c'est pas un excité, c'est un garçon tout à fait raisonnable. Il a bien bossé sa thèse de gériatrie, et il a été félicité. Et donc il s'est installé, très compétent en gériatrie. Et lorsque les vieilles dames du quartier sont venues à sa consultation, elles étaient emballées par ce garçon qui prend son temps, qui n'a pas des théories complètement baroques, qui s'énerve pas quand elles enlèvent leurs 14 jupons et leurs 3 corsets. Bref, qui sait les prendre. Et donc les vieilles dames, elles vont en parler à leurs copines du quartier, et ce garçon, il va avoir de plus en plus de vieilles dames dans son cabinet, et comme il a beaucoup de vieilles dames, il va aller dans les congrès de gériatrie et il va être de plus en plus compétent en gériatrie. En revanche, si d'aventure un adolescent du quartier vient voir ce mec avec sa meuf et puis qu'il comprend rien à ce qu'on lui dit et il est vraiment pas marrant, eh bien je pense qu'il sera pas très placebo inducteur avec
les ados, mais il sera très placebo-inducteur avec les vieilles dames. Et ça, on le voit même dans toutes les spécialités. Vous voyez, par exemple, ma femme, pour pas la citer, elle est ophtalmologiste. Il n'y a pas plus technique comme spécialité. Et toute sa carrière, elle était associée avec une autre ophtalmologiste et chacune faisait un mi-temps et la secrétaire était supposée dispatcher les nouveaux patients de manière aléatoire, une fois l'une, une fois l'autre. Et j'étais très frappé parce que pendant des années, lorsque ma femme remplaçait son associée, quand celle-ci était en vacances ou malade, le soir, elle revenait en disant, oh, mais ces patients, ils m'intéressent pas, ils sont pas sympas, ils ont des pathologies que j'aime pas, ça me plaît pas. Et j'ai appris que le mari de l'associé, eh bien, lorsque c'était elle qui remplaçait ma femme, disait la même chose. L'associé disait la même chose, oh, mais les patients de Claudie, ils sont nuls, ils sont pas intéressants, j'ai aucun contact avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la secrétaire, elle avait repéré la capacité de chacune des deux à induire une sympathie, donc un effet placebo. Et qu'en fait, c'était pas au hasard qu'elle orientait les patients et que, eh bien, lorsqu'il y avait un coup de téléphone, rien que par le coup de téléphone, voire en tête à tête, eh bien, elle orientait les patients vers l'une et vers l'autre, ce qui faisait que, eh bien, chacune des deux, au bout du compte, avait une patientèle qui lui correspondait parfaitement. Alors bien sûr, on pourrait dire qu'il y a quand même quelques critères, mais qui ne sont pas des critères de personnalité qui vont optimiser l'effet placebo chez le médecin. Par exemple, le temps de la consultation. Il a bien été montré que plus une consultation est longue, plus l'effet placebo sera élevé. Un autre critère, pas très moral, mais le montant des honoraires est corrélé à l'effet placebo. Et puis il y a aussi, alors, par exemple, la notoriété. Pour certains patients, le fait d'être reçu par un grand patron dans un hôpital très technologique, ce grand patron reçoit au milieu d'une cour avec ses 14 agrégés, ses 27 assistants et internes et sa secrétaire, eh bien, ça va l'impressionner positivement et il va avoir un super effet placebo. Alors que des patients un petit peu plus rebelles, ils risquent de pas aimer. Et ils vont être beaucoup plus à l'aise chez un modeste praticien, omnipraticien à la campagne qui reçoit sans rendez-vous dans le secret de la relation duel. Donc là, on voit que c'est pas finalement tous les médecins ne conviennent pas à tous les patients et vice versa. Autrement, parmi les critères qui vont faire qu'un médecin va être placebo-inducteur, c'est en fait y croire. Y croire. Et là, je vais vous raconter une histoire, moi, que j'adore, c'est l'histoire du docteur Wolf. Alors, le docteur Wolf, c'était un médecin américain, un interniste des années 60, extrêmement connu pour sa compétence, pour sa bienveillance et pour son honnêteté. Et le docteur Wolf, il était très inquiet parce qu'il avait un patient asthmatique grave qui, depuis 18 ans, enchaînait les crises d'asthme, parfois dramatiques, ce qu'on appelle des états de mal. Et vous savez qu'on peut mourir de l'asthme. Il y a eu Barbara, paraît-il, est morte d'une crise d'asthme. Bref, c'est une maladie grave. Et il était désespéré parce qu'à l'époque, il n'y avait que la théophiline et que ça marchait pas du tout chez lui. Il savait plus quoi faire. Et puis un jour, parce qu'il suivait vraiment bien la littérature, il tombe sur un article qui parle, comme disent les Américains, d'un nouveau paradigme dans le traitement de l'asthme. Un nouveau médicament en cours de développement, pas encore commercialisé. Le docteur Wolf prend sa plus belle plume et écrit au laboratoire, mon cher laboratoire, pouvez-vous, s'il vous plaît, à titre humanitaire ou compassionnel, m'envoyer des échantillons de votre produit en cours de développement? Et il les reçoit 2 jours plus tard. Et il le donne, comme d'habitude, à son patient. Et le lendemain, guéri. Et pendant 2 semaines, pas une crise d'asthme. Ça faisait 18 ans qu'il enchaînait les crises d'asthme. Il se dit, c'est trop beau, ça se trouve, j'y crois trop, j'ai induit un effet placebo. Mon cher laboratoire, pouvez-vous m'envoyer des échantillons de placebo de même présentation qu'il reçoit 2 jours plus tard et qu'il donne comme d'habitude? Et le lendemain, rechute. 2 semaines de rechute. Là, il commence à être convaincu. Alors, il redonne le produit actif, reguérison, 2 semaines, il revient au placebo, rechute, est définitivement convaincu, il passe définitivement au produit actif et le patient va bien. Mon cher laboratoire, je peux vous dire raisonnablement que votre produit, votre médicament
est efficace chez mon patient. Mon cher docteur Wolf, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Et là, le ciel lui est tombé sur la tête, il l'a quand même publié, et ça a été stupéfiant pour la communauté médicale de l'époque. Alors comment on peut comprendre cette chose? Vos mamans vous l'ont sûrement dit, c'est très vilain de mentir. Et le docteur Wolf, il a menti. Puis la deuxième chose, c'est que bien les médecins sont pas des professionnels du mensonge. Parce qu'après tout, on pourrait dire c'est un pieux mensonge, pourquoi pas? Mais c'est pas des professionnels du mensonge, c'est pas des comédiens, c'est pas des hommes politiques, c'est pas leur métier de mentir. Et donc on peut supposer que lorsqu'ils pensaient donner le produit actif, ils étaient quand même assez contents. Et puis quand ils pensaient donner le placebo, bah, ils devaient avoir un peu honte. Et que inconsciemment, eh bien, le patient devait capter quelque chose. Et quand le patient était un peu guiré, ah là, tu me donnes un truc sérieux, c'est du lourd. Puis là, ouh, mon coucou, je me demande bien ce que tu es en train de me filer. Et cette captation du message non verbal, mais paraverbal du médecin était instantanément transcrit en effet placebo ou effet nocebo, soit les crises d'asthme étaient guéries, soit elles étaient aggravées. Donc, s'il y a des confrères qui écoutent, ne mentez jamais. D'ailleurs, le seul, et je dis bien le seul principe en psychiatrie, c'est on n'a jamais le droit de mentir. Ce qui fait que parfois, certains de mes patients me trouvent particulièrement désagréable ou mal élevé, mais ils savent que je dis la vérité. Deuxième personnage de notre drame ou comédie, le malade. Alors, même questionnement, existe-t-il un profil de patient placebo répondeur? Alors, je suis sûr que vous me voyez venir et que vous vous dites, là, tu ne nous auras pas, il n'y en a pas. Ben, vous aurez raison, il n'y a pas de patient placebo répondeur. Tout au plus trouve-t-on que les patients conformistes répondent un peu mieux, mais c'est pas très important. Donc, à partir de là, on peut se demander s'il y a quand même des catégories de patients qui répondent plus ou moins au placebo. La première question qu'on s'est posée, quand même, c'est est-ce que le placebo répond chez les bébés? Est-ce que les bébés sont placebo-répondeurs? Et la réponse est oui. Deuxième question, est-ce que le placebo marche chez l'animal? La réponse est oui. Le placebo marche chez l'animal domestique. Parce que c'est vrai que si vous prenez un comprimé de lactose, que vous le mettez dans la savane et qu'une antilope vient le brouter, il y a assez peu de chances que vous observiez un effet thérapeutique. En revanche, si vous êtes, par exemple, un célibataire, un petit peu anxieux, très seul, avec un chien que vous aimez beaucoup, qui est votre seule compagnie, et vous êtes tout le temps sur son dos. Et au bout d'un moment, ben, le chien, il développe de l'eczéma, parce que c'est un peu dur d'avoir tout le temps son maître sur son dos. Si le vétérinaire est un peu malin, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prescrire un placebo, de l'homéopathie par exemple, en expliquant ça va lui faire beaucoup de bien. Donc le maître, ben, il va être rassuré, il va être nettement moins anxieux et il va un peu lâcher les baskets de son chien et le chien va nettement améliorer son eczéma. Et ça, on a pu le montrer avant les césariennes pour les vaches, ça j'avais publié dans le mystère du placebo, on l'a montré dans beaucoup de domaines, même les poules, les vaches, tous les animaux domestiques peuvent répondre au placebo. Et chez les bébés, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si par exemple un bébé dort pas bien, eh bien, faut jamais rien donner. Hein. Moi, je suis un spécialiste du sommeil, on donne rien aux enfants. Si les enfants dorment mal, c'est qu'il y a un problème de communication, que les parents ne laissent pas les enfants s'endormir tout seuls, parce que le secret, il est là. Mais toujours est-il que si les parents sont très anxieux et que le médecin dit je vais donner un produit génial à votre bébé, il va lui donner de la poudre de perlimpinpin, les parents sont rassurés, l'anxiété tombe et le bébé va dormir. Donc on voit que c'est des effets placebo comme au billard à une ou deux bandes. Alors ensuite, est-ce que le placebo existe chez le sujet sain? Et la réponse est encore une fois oui. On dirait, mais comment on peut imaginer, puisque je vais bien, que ça va me faire un placebo? Eh bien, ça a été fait par un certain Pierre Pichot, qui est d'ailleurs un grand patron, toujours de ce monde, malgré son très grand âge, et il avait mis au point un protocole qui était redoutablement efficace. Il a recruté un certain nombre d'étudiants,
Et il leur a expliqué que ce serait bien pour leur carrière qu'ils acceptent son protocole. Enfin là, j'exagère, c'est sûrement pas vrai. Je suis mauvaise langue. Mais bon, en tout cas, il a convaincu ses étudiants d'accepter son protocole. Et à tous les étudiants, il a donné un comprimé qu'ils avalaient devant lui, sans explication. Il ne leur a rien dit. Bon, vous avez compris que c'était du lactose, donc du placebo. Et puis le lendemain, il leur a demandé, qu'est-ce que ça vous a fait? Bon, 75% des étudiants ont dit, j'ai rien senti, votre truc, c'est que dalle, ça m'a rien fait. Mais, chose intéressante, 12,5% ont dit, mais votre produit, mais c'est une horreur. J'étais épuisé, j'ai pas pu travailler de la soirée. Avec ma copine, je vous dis pas, c'est un fiasco complet. Et ce matin, j'ai une espèce de gueule de bois, j'ai mal à la tête. Plus jamais. Et puis, 12,5%, à l'autre bout, on dit, mais il est génial votre produit. Vraiment, j'ai travaillé comme jamais hier soir. Quant à ma copine, ben, je vous dis pas, elle s'en souviendra toute sa vie. Et ce matin, j'ai encore une pêche d'enfer, encore. Donc on voit que, comme Coluche avec sa lessive qui lave plus blanc que blanc, grâce au placebo, vous pouvez aller mieux que bien. Alors ensuite, on pourrait se poser la question des patients, est-ce que le QI joue un rôle? Parce que pendant très longtemps, certains médecins, légèrement méprisants, avaient tendance à dire qu'il fallait être complètement crétin pour répondre à de la poudre de perlimpinpin, et c'est complètement faux. Il n'y a pas de corrélation entre le QI et la réponse. Et puis, vous savez, moi je soigne beaucoup de médecins, d'ingénieurs, des gens très très intelligents et très sains. Ils répondent vachement bien au placebo. Alors on pourrait se dire à ce moment-là, est-ce que le placebo marche mieux chez les malades mentaux, par exemple chez les hystériques, ces gens très théâtraux? Et la réponse, encore une fois, est non. Et même moi, j'ai tendance à penser que le placebo marche plutôt moins bien chez les patients, par exemple paranoïaques, qui se méfient de tout, chez les schizophrènes qui sont ailleurs, chez les obsessionnels qui vont tout vérifier, alors que quelqu'un qui va bien sur le plan psychologique est quelqu'un qui est capable de se confier à l'autre sans méfiance. Et lui, il va bien répondre au placebo. Donc si vous avez une très bonne réponse à un placebo, bah, félicitez-vous-en. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé mentale. Alors maintenant, troisième personnage de notre drame ou de notre comédie, qui est la maladie. Je suis obligé de vérifier l'horaire, et là je suis obligé coquettement d'enlever, enfin de remettre et d'enlever mes lunettes de vieux. Alors la maladie, parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire quand même, la maladie, c'est un truc de psychiatre. Ça peut être que les troubles psychiatriques, mais c'est pas vrai. Ce qui répond le mieux au placebo, c'est la douleur, on en a déjà parlé, et l'insomnie. D'où le fait que je m'y intéresse. Et d'ailleurs, les premières études sur le placebo dans l'insomnie ont été faites par Bernheim, qui est un contemporain de Freud et de Charcot, qui avait montré qu'en conditionnant des patients à une séquence chorale, lumière bleue, dodo, après il suffit de donner que de la lumière bleue, un placebo de chloral, et les gens s'endormaient. C'était un conditionnement tout simple, et il avait parfaitement bien compris un des mécanismes du placebo, le professeur Bernheim de Nancy. Mais on peut considérer donc que si les grands domaines sont la douleur et l'insomnie, il n'existe pas une seule maladie dans toute la médecine qui ne réponde pas au placebo, à part peut-être les comas dépassés. Bon, bien sûr, la fièvre, bien sûr, l'infection, puisqu'on sait que le système immunitaire répond très bien au placebo. Bref, des tas de pathologies répondent bien au placebo. Je suis sûr que vous êtes en train de douter. Donc, je vais vous démontrer que le placebo est capable de soigner des maladies organiques chez le rat de laboratoire. On ne peut pas faire mieux, parce qu'au fond, les problèmes édipiens chez le rat de laboratoire sont quand même assez peu sur le devant de la scène. Vous prenez des souris, vous les mettez dans une cage avec un sol électrifié et vous lui balancez des pêches. Désolé pour les âmes sensibles, mais j'y suis pour rien. Moi, je ne me suis jamais occupé d'animaux, mais je lis.
Et si vous leur balancez des pêches de manière aléatoire, au bout de 15 jours, elles tombent malades et elles finissent par mourir. En revanche, si vous prévenez la souris en précédant le choc électrique d'un éclair lumineux 5 secondes avant, vous voyez la souris qui se prépare psychologiquement en se mettant en boule dans un coin de la cage, et 15 jours après, elle se porte parfaitement bien. Donc l'information permet déjà de se prémunir contre la dégradation immunitaire. Et d'ailleurs, en ces temps de Covid, le fait de s'informer, mais correctement, en ayant des outils pour se prémunir, est déjà une façon de renforcer ses défenses immunitaires. Deuxième expérience, vous prenez des rats, pour varier les plaisirs. Mais là, c'est gentil, parce que votre rat, vous lui faites une anesthésie générale. Une fois qu'il est endormi, vous prenez un bistouri bien sale, hein, vous l'avez trempé dans du purin, et vous lui incisez la peau du crâne. Vous lui introduisez des microbes. Et puis, après, vous lui mettez un gros pansement sous le crâne. Et vous le réveillez. Et une semaine après, vous lui faites une prise de sang et vous voyez qu'il a multiplié les globules blancs pour lutter contre les microbes que vous avez introduits. 15 jours après, tout est revenu à la normale. Reséquence, anesthésie, incision avec le bistouri sale, gros pansement, réveil. Une semaine après, les lymphocytes se sont multipliés. Vous le faites 3 fois. Et puis la 4e fois, vous endormez votre rat, vous ne lui faites rien, pas d'incision. Mais vous lui mettez son gros pansement et vous le réveillez. Et une semaine après, il a multiplié ses globules blancs. Qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on peut conditionner les globules blancs. Ces imbéciles, ils ont cru qu'on leur avait mis des microbes et ils se sont multipliés pour rien. Et ça vous permet de comprendre que, en matière d'infection, le placebo peut marcher. Il y a eu, alors évidemment, il ne faut pas compter dessus, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a eu une étude tout à fait étonnante qui a été faite, c'est juste au moment de l'invention du premier antibiotique contre la tuberculose. C'était la streptomycine. Vous savez, la tuberculose, c'était bien pire que le sida en termes de nombre, en termes de mortalité aujourd'hui. Il y avait des dizaines de millions de tuberculeux à travers le monde, et quand on commençait à tousser, à cracher du sang, on savait que la grande faucheuse n'était pas loin. Donc imaginez quand le premier traitement vraiment efficace est sorti, c'était la ruée, et très rapidement, le laboratoire était débordé et a demandé aux médecins de faire des choix. Oh ben quand même une mère de famille méritante avec 3 enfants, vous lui donnez, mais non, ce vieux célibataire, vous le laissez tomber. Les médecins se sont opposés, ils avaient raison, éthiquement, c'était pas gérable. Alors le laboratoire a changé son fusil d'épaule et il a proposé de faire de l'eau. Les patients, je suis pas sûr que c'était en double aveugle, les patients avaient soit leur streptomycine, soit du placebo de streptomycine, le temps de fabriquer le médicament. Ça a pris 6 mois. On les a suivis. Pas de différence clinique entre les deux groupes. À savoir que les gens qui avaient du placebo de streptomycine, eh bien, ils n'avaient pas plus de fièvre, pas plus de toux, pas plus de crachat, pas plus de pâleur. En revanche, ceux qui avaient du placebo, eh bien, les cavernes dans le poumon se creusaient, alors que ceux sous streptomycine, les cavernes guérissaient. Donc vous êtes en train de me dire, si vous avez suivi, c'est que, eh bien, au fond, son placebo, ça joue sur l'expression clinique des symptômes, mais peut-être pas sur la lésion elle-même. Et vous aurez tort, encore une fois. Et je vais encore vous le prouver avec mes chers rats de laboratoire. Cette fois-ci, vous prenez donc, tout un tas de rats de laboratoire, vous en prenez, je sais pas moi, une soixantaine, et à tout le monde, vous greffez une tumeur cancéreuse de type Walker. Et cette tumeur cancéreuse, vous la greffez de manière à ce que, au bout d'un mois, la moitié des rats ben, elle aura pris la greffe, puis l'autre moitié, ben non, la greffe n'aura pas pris. Puis ensuite, vous divisez au hasard, par randomisation, vos rats en 3 groupes. Le premier groupe, vous le mettez dans une cage où il vit joyeusement sa vie de rat de laboratoire, on lui fiche la paix, ce qu'on appelle le groupe contrôle. Le deuxième groupe, c'est un peu plus méchant, désolé encore pour les âmes sensibles, il est dans une cage avec un sol électrifié
et vous lui balancez des pêches douloureuses aléatoires. Le pauvre rat, il ne sait pas combien de temps il aura mal, et quand ça s'arrête, il ne sait pas quand ça va reprendre. Et puis le troisième groupe de rats, même dispositif, même pêche, mais il a un bouton, ils apprennent très vite, les bougres, et ils peuvent appuyer sur le bouton, et ça interrompt les chocs chez eux, mais chez les petits copains du groupe numéro 2. Donc ça signifie que le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3 ont exactement la même quantité de chocs douloureux, mais que dans le groupe 2, le choc est incontrôlable, ils n'y peuvent rien, les pauvres, alors que dans le groupe 3, ils maîtrisent la situation. Au bout d'un mois, ben, vous sacrifiez tout le monde, vous faites des autopsies, et vous voyez que, comme prévu, dans le premier lot où on leur a rien fait, eh bien, la moitié des rats, dans la moitié des rats, la tumeur cancéreuse a pris, alors que dans le deuxième groupe, où les rats n'y pouvaient rien, ils avaient un stress douloureux non contrôlable, 64% de greffe réussie. Ça signifie que le stress douloureux non contrôlable est cancérigène. Et dans le troisième, et ça a été une grande surprise quand même dans la communauté des cancérologues. Et dans le groupe numéro 3, encore une plus grande surprise, seulement 36% des rats ont développé le cancer. Donc le stress douloureux contrôlable est anti-cancéreux. Et là encore, en ces temps de Covid, eh bien, à partir du moment où l'information est faite correctement, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, ben, mouchez-vous dans le coude, jetez vos mouchoirs, restez à plus d'un mètre, portez un masque, enfin, ça dépend des moments. Bref, à partir du moment où on vous donne des outils pour tenir l'ennemi invisible à distance, eh bien, on renforce le système immunitaire et on augmente les chances soit de ne pas l'attraper, soit que ça reste bénin. Bien sûr, ça ne suffit pas, mais quand même, il faut faire feu de tout bois et un petit coup d'effet placebo, ça fait pas de mal. Ah, vous me direz, on est chez le rat. Est-ce que vous savez, par exemple, lorsqu'une femme a un cancer du sein, qu'est-ce qui fait le pronostic? Qu'est-ce qui fait qu'on dit, ben, cette femme-ci, elle a toutes les chances de s'en sortir, celle-ci, ça va être plus compliqué? Eh bien, en réalité, c'est sa réaction au moment où on lui apprend le diagnostic. Et en gros, pour être caricatural, il y a deux catégories de femmes. Il y a celles qui disent, ben, je suis foutu, j'ai plus rien à faire, c'est râpé, quoi. Mon problème est réglé. Et puis il y a celles qui disent, je vais me battre, j'ai encore plein de trucs à faire, je vais m'en sortir, on va faire une équipe docteur, vous allez voir, je vais très très bien m'en sortir. Et là, on sait que celles qui ont le fighting spirit, celles qui veulent s'en sortir, celles qui sont optimistes, eh bien, sont celles qui ont le plus de chances de s'en sortir par rapport aux autres. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs, l'obésité, l'alcoolisme, tout ça, c'est des facteurs de risque, la génétique, l'alimentation, mais malgré tout, le fait d'y croire et donc l'impression de maîtriser le stress est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, on voit que, j'espère que je vous ai convaincu, que le placebo et l'effet placebo concernent toutes les maladies, depuis les maladies les plus bénignes, comme une petite douleur, jusqu'aux plus graves, comme le cancer, en passant par les infections, dont la tuberculose. Alors, à partir de là, pourriez-vous dire, mais au fond, mais comment ça marche sans placebo? Qu'est-ce qui fait que ça, que, quel est le mécanisme d'action de l'effet placebo? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le conditionnement. Parce que depuis que nous sommes nés, il y a un conditionnement qui est bobo, docteur, comprimé, guérison. C'est comme Pavlov avec ses clochettes qui faisaient saliver les chiens qui savaient que ça allait annoncer un repas. Ça, c'est le plus simple. Deuxièmement, il y a l'effet biologique. Comment ça se passe sur le plan biologique? Et là, c'est assez simple à comprendre. Et si on a compris cette chose, c'est grâce à un dentiste qui, un certain Levin, qui, il y a une bonne trentaine d'années, a fait une expérimentation tout à fait passionnante et qui a été complètement confirmée depuis, même si au début ça a déclenché un tollé. Il a pris des patients à qui il devait faire une extraction dentaire. Il a arraché une dent. Et à tout le monde, il a donné un placebo dentalgique. Il a dit c'est de l'aspirine et en fait il leur a filé du lactose.
Et ensuite, il a tiré au sort ces patients, et la moitié a reçu de la naloxone qui bloque les récepteurs à la morphine, ce qu'on donne par exemple aux gens qui ont un coma morphinique, des héroïnomanes ou des gens comme ça, soit un placebo d'antagoniste de la morphine, un placebo de naloxone. Donc vous avez bien compris, tout le monde a son placebo dentalgique, la moitié a de la naloxone qui bloque la morphine, et l'autre moitié a un placebo dentalgique qui fait rien. Eh bien, quel est le résultat? Les patients qui ont eu de la naloxone, le placebo dentalgique n'a pas marché. Alors que les patients qui ont eu un placebo de naloxone, eh bien, le placebo dentalgique a fonctionné. Alors, c'est un peu compliqué, c'est une double négation, mais ce que vous devez retenir de cette expérimentation, c'est que, en fait, quand on développe un effet placebo contre la douleur, c'est qu'en fait, on sécrète des endomorphines, ce qu'on appelle des endorphines ou des encéphalines. C'est-à-dire que notre cerveau est capable de fabriquer, dans sa petite usine, un médicament antalgique. Et ça a été montré aussi avec des analogues de l'aspirine ou du paracétamol. Ça n'a pas été fait que pour ça. Dans la dépression, par exemple, il a été montré que si on donne un placebo de Prozac, par exemple, eh bien, et que ça marche, eh bien, ça va allumer les mêmes zones du cerveau que le Prozac, c'est-à-dire les zones riches en sérotonine. Et puis, le Parkinson, là, on est dans la lésion, une maladie dégénérative, où il y a un déficit en dopamine dans les noyaux gris centraux, donc c'est de l'organique, là. Eh bien, il a été montré que les patients qui répondent à la L-Dopa, qui est le traitement princeps du Parkinson, si avec leur accord, on leur donne du placebo de L-Dopa, et qu'ils répondent à ce placebo de L-Dopa, eh bien, dans le cerveau, l'imagerie médicale montre qu'ils allument les mêmes zones que s'ils avaient pris vraiment de la L-Dopa. En d'autres termes, les Parkinsoniens sont capables de fabriquer de la dopa et de la dopamine pour traiter leur maladie. Et ça, on pourrait probablement, ça n'a pas été fait pour toutes les maladies, mais on pourrait probablement démontrer que, au fond, dans toutes les maladies, on a une capacité à les soigner. Parce que notre cerveau, c'est un incroyable laboratoire pharmaceutique qui sait tout faire. Et j'espère ne choquer personne, mais je pense que Lourdes, c'est rien d'autre. En général, Lourdes, c'est surtout de la cancérologie. Alors, il y a un petit peu de neuro, mais c'est surtout de la cancéro. Et rappelez-vous, cette jeune Sicilienne, il y a une quarantaine d'années, qui avait un ostéosarcome, qui avait été validé, puisqu'ils avaient pris un morceau d'os chirurgicalement, ils avaient montré que c'était bien un ostéosarcome. Elle était condamnée. À l'époque, il y avait, d'ailleurs toujours, c'est toujours compliqué, un ostéosarcome. Bref, à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Elle était condamnée à court terme à mourir dans de grandes souffrances. Elle va à Lourdes, elle est guérie. Et pour preuve, eh bien, 10 ans plus tard, on voit sur la radio les cicatrices de l'ostéosarcome. On peut dire déjà plusieurs choses. Moi d'abord, si j'étais Dieu, si je faisais un miracle, il n'y aurait pas de cicatrice. C'est-à-dire que l'os serait complètement rétabli dans sa continuité. Mais ça, bon, on va dire que c'est une plaisanterie. En revanche, on peut supposer que lorsqu'on est dans une situation collective de prière, d'élation de l'âme, eh bien, l'organisme, dans certains cas, va se mettre à inonder tout le corps avec de l'interféron, des lymphocytes killers, bref, tous les anticancéreux naturels qu'on se connaît. Et qu'en fait, Dieu, s'il existe, eh bien, ça n'enlève rien d'ailleurs à son pouvoir, donne l'ordre à notre cerveau de fabriquer des antimitotiques endogènes. Donc, en d'autres termes, eh bien, le cancéreux, le placebo fonctionne, l'effet placebo fonctionne en incitant l'organisme à fabriquer des antibiotiques, des antihypertenseurs, des hypnotiques, des anti-infectieux, des antipyrétiques, des cicatrisants, tout ce qu'on veut. C'est évident en réalité si on y réfléchit une seconde, parce que lorsque nous étions encore des vers de terre, ou des oursins, ou des reptiles, ou des dinosaures, ou des mammifères, que sais-je, il n'y avait pas de médecin. Donc il fallait bien que on fabrique nous-mêmes nos médicaments endogènes, sinon il n'y aurait plus grand monde pour en parler sur la planète. Donc on a tous toutes les capacités
pour se guérir. Et je pense qu'une bonne médecine consisterait à ne pas entraver la guérison du corps par lui-même, que le médecin devrait favoriser. Et c'est dans ce cas-là que je pense que les médicaments devraient être prescrits en deuxième intention. En d'autres termes, je pense que la médecine de première intention, c'est la médecine physiologique, j'aime pas le terme de doux, de naturel, mais l'hygiène des rythmes, remettre les gens à leur heure pour guérir leur dépression, la méditation pour l'anxiété, et puis la phytothérapie, qui est si efficace dans plein de choses. Par exemple, le meilleur hypnotique du monde, c'est l'aspirine. Personne ne le dira à la faculté, et pourtant c'est bien le cas. Et puis, peut-être que c'est le quinquina, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, qui est un produit finalement assez naturel, qui va être efficace. Bref, on doit commencer toujours, à mon avis, selon des méthodes physiologiques, et puis la médecine alternative de deuxième intention, ben, c'est les médicaments ou la chirurgie, si ça ne marche pas. Évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est pas du tout canonique. J'espère que l'ordre des médecins va pas, dans sa grande véhémence, me clouer au pilori, mais je crois profondément que la médecine occidentale, depuis assez longtemps, fait fausse route en ne croyant qu'à la pharmacologie et pas du tout à la physiologie. Il me reste 9 minutes. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, la médecine doit favoriser la capacité du corps de se traiter en le mettant dans les meilleures conditions psychologiques, sociologiques et physiologiques possibles. Je pense que quand le soir à 20h on applaudit les soignants, on se fait du bien. Et donc on augmente son immunité. Et donc on prévient le Covid. Et donc il faut applaudir à 20h les soignants. Et puis je crois que les soignants en plus, ça leur fait du bien aussi, et aussi renforce leur défense immunitaire. Bref, on a énormément de choses. Alors vous êtes en train de vous dire peut-être, bon c'est bien son placebo, mais au fond, qu'est-ce qu'il pense de l'homéopathie? Alors l'homéopathie, moi je pense qu'il faut la soutenir. Et j'étais vent debout contre l'Académie de médecine et l'HAS qui a flingué cette discipline. Pourquoi? Parce qu'en réalité, bon, certes, c'est une placebo-thérapie. Il n'y a pas de principe actif, du moins quand on est dans les hautes dilutions. Au-delà de 5 CH, il n'y a plus rien. Et moi, j'ai un peu de mal à croire à un remède où il n'y a rien dedans. Je ne crois pas trop à la potentialisation du solvant. Après tout, c'est une question de foi et de croyance, on n'est plus dans la science là. En revanche, je pense que les homéopathes sont des bons médecins, des bons cliniciens, qui sont capables, d'une part, de prendre plus de temps, d'autre part, de prendre un petit peu plus de sous. Troisièmement, ils croient à ce qu'ils font. Quatrièmement, ils ne considèrent pas les patients comme une juxtaposition d'organes, mais comme un tout, ce qu'on appelle une médecine holistique. Et enfin, ils partagent leur savoir. Et puis, ils introduisent un peu de mystère avec des noms de remèdes en latin absolument extraordinaires. Pediculus capitalis, c'est quand même plus sympa que poux de tête. Eh bien, et ça, et en plus avec des formes galéniques, des petites perles, surtout prenez pas de menthe avant, ça marchera pas. Eh bien, tout ça, ça marche. Et pourtant, c'est pas des charlatans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des médecins. Jusqu'à preuve du contraire, ben, les médecins, c'est des gens qui ont une compétence. Et ils ont la compétence du diagnostic et du pronostic. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Vous avez mal au ventre, comme le vilain du Moyen Âge. Vous avez mal au ventre, et donc, vous avez deux solutions. Soit vous allez voir une guérisseuse, un rebouteux, soit un médecin homéopathe. Trois cas de figure. Soit c'est ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle, un intestin irritable, soit c'est une appendicite, soit c'est un cancer. Si c'est une colopathie fonctionnelle, c'est clair que la guérisseuse, elle fera probablement mieux même que l'homéopathe, parce que ces gens-là, ils ont un charisme, ils ont un mystère, il y a une croyance partagée qui font qu'ils ont des résultats fantastiques. Je suis moi-même coupeur de feu, coupeur de coups sur la douleur, sur les bleus. J'y crois pas du tout, mais ça marche quand même étonnamment bien. Et ça, je le fais pas dans un cadre médical, hein. Je le fais jamais avec mes patients, je le fais uniquement dans mon entourage. Donc ça fonctionne. Mais le problème, c'est que si vous avez une appendicite ou un cancer, la guérisseuse, elle n'a aucun moyen de faire la différence. Elle n'a pas les scanners, elle n'a pas les prises de sang, elle n'a pas l'IRM. Et donc, elle ne fera pas la différence dans le mal de ventre.
Et si elle commence à faire ses passes magnétiques et ses incantations sur une appendicite ou sur un cancer, ben c'est droit au cimetière qu'il vous envoie. Donc je pense que la médecine ne doit pas abandonner la placébothérapie, ne doit pas abandonner la magie, que ça lui fait même d'énormes économies. Et je pense que la France s'est tiré une balle dans le pied en flinguant comme ça l'homéopathie, dont elle était le leader mondial, et en créant beaucoup comme ça de chômage. C'est complètement idiot, mais bon, c'est le masochisme français, toujours très boy scout. Dernière question, s'il me reste 5 minutes, est-ce qu'on peut prescrire du placebo sans mentir? Ben, la réponse est oui. Pourquoi? Eh bien parce que dans certains cas, lorsqu'on veut sevrer un patient, eh bien, il y a un moment où il ne reste plus qu'un quart de comprimé d'hypnotique, puis on n'arrive pas à le supprimer parce qu'on a besoin du geste le soir. Donc qu'est-ce que je fais? Je prescris des gélules vides. Et ces gélules vides, eh bien, ma préparation magistrale, le pharmacien est obligé de les livrer. Le patient rentre chez lui, ouvre ses gélules vides, les remplit avec du sucre en poudre, de la farine, ce qu'il veut, et dans 25 gélules remplies de sucre en poudre, il va mettre un quart de comprimé d'hypnotique. Et dans les autres, il va rien mettre. Donc il aura 25 gélules actives et 5 gélules placebo. Il les mélange et tous les soirs, il avale avant de s'endormir sa gélule. Puis le deuxième mois, 20 et 10, puis 15-15, puis 10, 20, etc. C'est-à-dire qu'on peut faire des sevrages très élégants, sans mensonge, puisque c'est le patient lui-même qui a fabriqué ses placebos, et c'est une façon donc non traumatisante, très progressive, de faire son sevrage. Alors je crois qu'il faut que je regarde quelques questions. Merci à vous de nous faire un petit coucou. Ben non, il n'y a pas de questions. Bon, écoutez, à la moins que... Attendez, je vais descendre l'escalier. Vous pouvez relayer notre travail de diffusion de philosophie en cliquant sur partager maintenant. Viva pour Montaigne les philos. On va encore se mettre à dos les vendeurs de perlimpinpin. C'est pas des questions tout ça. J'aime bien, mais c'est pas des questions. Il y a Aldéran qui fait un bon truc sur le conditionnement biologique par des stimuli répétitifs sur Wikipédia. Je suis d'accord. Je crois qu'ils sont un peu inspirés de mes travaux. Soutenez-nous pour aider notre association dans son travail quotidien de diffusion de la philosophie et de la culture. Vous pouvez prendre l'adhésion annuelle ou réadhérer ou prendre un de nos passes philosophiques pour retrouver tous les podcasts de nos... Bon, ben, je crois qu'il n'y avait pas de questions. Il est 57. J'ai encore 3 minutes à tenir. On peut s'amuser un petit peu. On peut parler aussi de l'effet placebo des médicaments commercialisés. C'est vrai que le médecin, eh bien, il s'en rend pas toujours compte, mais quand il écrit Seresta, ben, il écrit Seresta stabilité, sérénité, stabilité. Quand il écrit Prozac, c'est pour l'action. Quand il écrit Catarsta, eh bien, il stabilise la cataracte. Bref, en fait, les médecins, ils font rien d'autre que les sorciers africains lorsque ils invoquent la maladie, ils évoquent la guérison. Et puis, lorsque les laboratoires font des formes de gélules spéciales ou des couleurs spéciales, là non plus, ils ne font rien d'autre que la médecine traditionnelle. Il a été montré, par exemple, que le rouge vif va donner la forme, que le bleu va induire le sommeil. On sait, par exemple, qu'un anxiolytique rose, à même dosage, sera plus efficace qu'un le même anxiolytique vert. Et puis, pour une symbolique qui m'a toujours échappé, eh bien, les comprimés marrons sont plutôt à visée digestive. Bon, ça fait partie des mystères de l'industrie pharmaceutique. Bref, le mystère du placebo, le mystère du nocebo, je ne saurais trop vous inviter à lire mes inoubliables ouvrages sur la question. Et je vous remercie pour votre attention parce qu'il est 18h59. Au revoir les amis.